Je me trouve présentement à Montmagny. C'est ici qu'a été tourné le dernier documentaire de Bruno Bouliane, Machine de rêve, qui a été présenté cet hiver et ce printemps à divers endroits au Québec. Plusieurs élèves de l'école secondaire de Montmagny ont eu la chance ce printemps de visionner cette œuvre-là. Et la réponse positive des jeunes que ça a eu, moi, ça m'a inspiré l'idée de faire cet épisode. Je vous propose aujourd'hui un entretien que j'ai eu avec le réalisateur de Machine de rêve, un ancien participant à la légendaire course Europe-Asie, édition 1990-91, aux côtés de Denis Villeneuve, Patrick Masbourian, et qui depuis a réalisé une vingtaine de documentaires divers, dont plusieurs ont un intérêt pédagogique certain. Bonne écoute! J'ai le plaisir donc de m'entretenir aujourd'hui avec un cinéaste, littéralement, qui a réalisé une vingtaine de documentaires en série, puis aussi des documentaires unitaires, là, dans le fond. Donc, depuis 1994. Donc, je me trouve assez chanceux là, de pouvoir faire ça aujourd'hui. Bruno, j'aimerais discuter avec toi, en fait, de ton parcours. Comme cinéaste et aussi de la genèse de ta dernière création, Machine de rêve, qui en fait se passe carrément à Montmagny. Puis ça, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais te rencontrer. Et puis aussi, en fait, ta vision en tant que documentariste, on pourrait dire ça, Tout à fait. cinéaste, puis ta vision pédagogique un petit peu, parce que tu es aussi chargé de cours en réalisation et cinéma documentaire à l'École des médias de l'UQAM. Donc, on va commencer avec ton parcours. Bruno, j'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus. Mon intérêt pour le documentaire, alors pour faire ce cours, moi, c'est d'abord l'image et la photographie qui m'a attiré. Je faisais du journalisme étudiant au Cégep, donc on était à la fin des années 80. Je m'intéressais au journalisme international, à la photo documentaire. J'ai fait quelques voyages dans ce sens-là, Nicaragua, Costa Rica avec un groupe étudiant en 89. Et il venait d'arriver à la télévision de Radio-Canada à l'époque un programme qui existait pendant 11 ans, qui était le pendant canadien francophone de la course autour du monde, qui a changé de nom, qui est devenu la course Destination Monde. Les 3 premières années que ça existait, c'était certains continents qui étaient couverts. Donc moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné de participer à la course Europe-Asie, donc l'édition 1990-91. La même année, par exemple, un certain Patrick Masbourian qui anime à Radio-Canada qu'on connaît, et un autre que certains d'entre vous connaissent. Je connais sans doute Denis Villeneuve, donc le réalisateur de Dune. Denis est un ami et on a participé donc la même année. On était 8 jeunes participantes. On avait mon année à moi, on avait entre 20 et 22 ans. Donc très naïf, comme une espèce de privilège incroyable de partir autour du monde pour faire des reportages de tout type, fiction, documentaire, essais, tout ça. Bon, moi, j'avais pas de velléité de devenir réalisateur à l'époque. Moi, je m'en allais en voyage rencontrer des gens, rencontrer l'autre avec un grand A, là, ça sonne un peu prétentieux, mais c'était ça dans ma naïveté d'un gars de 20 ans. Et puis je me suis fait prendre au jeu, je suis revenu j'avais beaucoup envie de continuer à rencontrer les gens et je me suis découvert, et on me l'a dit aussi, certains gens qui étaient autour de la course, des organisateurs, des juges. Ah, tu as l'air d'avoir ta facilité à rencontrer les gens, les faire parler, puis j'aimais ça, donc on m'a mis en contact avec le cinéma de l'ONF, entre autres, cinéma documentaire que je connaissais un peu, mais pas beaucoup. Donc, je me suis tapé dans la salle du complexe Guy Favreau à l'époque à Montréal sur des VHS, ça dit mon âge un peu. Donc, beaucoup de documentaires de l'ONF, de Pierre Perrault, de Jutras, de Labrec. Donc, beaucoup de documentaires. Et j'ai été ouvert et mis en contact avec un monde incroyable. J'ai été vraiment bouleversé et très marqué par le fameux triptyque de Pierre Perrault, Michel Beau, Pierre Perrault pour ce qui est pour la suite du monde, donc tourné à l'île aux Coudes, comme vous savez, au début des années 60 et pendant les années 60. D'abord parce que mon grand-père paternel vient de la Malbaie, donc c'était toute une parlure que je redécouvrais. Et cette façon de filmer assez particulière. Et assez rapidement, donc je suis retourné à l'université, je voulais faire mes classes quand même en cinéma documentaire à l'UQAM. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire du cinéma en 16 mm parce que c'était en train de disparaître un peu à l'époque. Mais il y avait quelques passionnés de documentaire dans le corps professoral à l'UQAM qui nous donnaient la chance de continuer de travailler ces outils-là. Et donc, j'ai fait un premier film
dans un bar western à Montréal, chez Fernande la Oh, Gaspésienne. Donc moi j'étais un gars de région, j'ai grandi en Abitibi. Donc je trouvais ça OK. intéressant de faire un film. C'était comme le bar de la diaspora à Gaspésienne à Montréal à l'époque, un bar country western. Et j'ai fait un petit exercice de fin d'études là, documentaire avec une équipe, puis on s'est découvert des passions pour ce métier-là en quelque part. Et mon film de fin d'études, j'ai eu l'occasion de faire le film de fin d'études à l'UQAM, donc qui s'est appelé Un cirque sur le fleuve, qui est toujours disponible d'ailleurs sur mon compte Vimeo, donc tourné en 92 avec une famille dont pas mal de gens autour de la vallée du Saint-Laurent ont connu parce qu'ils faisaient un truc jusqu'en 2015, ils saluaient tous les bateaux du monde, donc à Deschaillons, donc avec les drapeaux, les hymnes nationaux, les bateaux devaient passer devant chez eux. J'ai fait un documentaire donc sur eux en 92, un court-métrage qui s'est appelé Un cirque sur le fleuve. Et ça a été comme la concrétisation d'une espèce de révélation euh, de mon intérêt pour le documentaire, de faire parler les gens, raconter une histoire, mais à partir du réel, en quelque part. Et Et d'ailleurs, ça t'a apporté beaucoup de prix, prix du public, meilleur espoir, ah oui, ce film-là, meilleur film oui. universitaire. Ce film-là a eu une belle vie. C'est sûr que ça a donné une belle tape dans le dos pour continuer. Ça m'a permis de rentrer comme cinéaste résident à l'Office national du film fin des années 90, début 2000. J'ai été cinéaste là-bas pendant 3 ans. J'ai pu faire 2 projets. Puis bon, c'est des projets que j'ai fait là-bas à l'ONF. C'est des projets qui m'ont remis en contact. Venant de la région je suis quelqu'un moi j'ai grandi dans un milieu urbain, Rwanda pour le nommer, mais pas jamais loin de la forêt, jamais loin de la nature. Donc, cette espèce de, j'aime ça dire que je suis un espèce de urbain des bois ou un nomade sédentaire entre les deux. Et Hum, mon intérêt pour mes premiers films que j'ai faits, donc, se sont passés pas mal en nature, les métiers de la forêt, camionneur forestier, pilote de brousse. Et bon, oui. c'est par la suite que je me suis mis à m'intéresser aussi aux artistes, des portraits d'artistes en documentaire. Et Pilote de brousse à aviature, je m'excuse de te oui, couper. Aviature, ça Aviature, c'était celui que le premier que j'ai fait comme cinéaste résident à l'ONF, donc qui est toujours disponible sur le site web de l'ONF d'ailleurs. C'est l'aventure des pilotes de brousse. En fait, c'est un film sur la passion d'aviation, mais oui. à travers des personnages, des gars passionnés d'aviation, qui venaient de milieux populaires, qui sont pas devenus des pilotes de ligne, qui sont devenus des pilotes de brousse parce qu'ils aiment cette liberté assez particulière. C'est une liberté contraignante, si je peux dire, qui vient avec ce métier-là. Mais il y a une authenticité qui me plaisait je me rappelle une des premières phrases que j'ai entendues d'un pilote de brousse que j'ai rencontré, ça m'avait comme, j'ai dit, OK, je plonge dans cet univers-là avec plaisir. C'était, dit, tu sais, nous autres, un avion de brousse, ça se pilote avec les fesses. Tu sais, nous autres, les cadrans, les contrôles, ça se passe dans le ventre puis dans les tripes, tu sais. Fait que j'ai fait, OK, d'accord, il se passe de quoi là, donc, etc., etc. C'est souvent comme ça, moi, que je fonctionne, d'ailleurs, dans mon envie de me plonger dans un film, c'est un élément déclencheur, une phrase, une couleur, un personnage, un protagoniste, un personnage étant pas un personnage de fiction, ici on s'entend, mais bien quelqu'un issu du réel. Donc, parce que bon, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis découvert un intérêt pour raconter des histoires. Tu sais, les profs, vous le savez, vous êtes des conteurs d'histoires, des conteuses d'histoires. On est dans la transmission, on est dans le partage. Et Absolument. donc, c'est ça qui m'allume, moi, en général, quand je décide de faire un film. J'ai envie d'en faire un, c'est bon, d'une part, il va falloir le défendre, il va falloir essayer de le financer, il va falloir se plonger dans un univers. Donc, en quelque part, c'est faire. J'ai une collègue cinéaste à moi, Catherine Hébert, qui fait du très beau cinéma, plus OK. politique et international, mais qui a un très beau parcours. Catherine dit souvent, moi, quand je me plonge dans un projet, c'est comme si je commençais une nouvelle maîtrise. Comme une Hmm. maîtrise universitaire sur ce projet-là, parce qu'avant de sortir notre caméra, d'interviewer les gens, ben, on fait une recherche sur le terrain, une recherche dans le documentaire, dans les livres, tout ça, etc. Donc, on doit avoir une espèce de souffle pour porter ce projet-là, même si ça ne nous occupe pas nécessairement à temps plein tout le temps, mais c'est quelque chose qu'on va porter pendant plusieurs années, quelques années dans tous les cas. Et bon, de fil en aiguille, donc avec mon intérêt pour le territoire québécois au sens large, moi je me suis aperçu assez rapidement, après quelques films, disons que j'avais un intérêt pour les personnages, les protagonistes qui avaient eux-mêmes un rapport au territoire. Un rapport au sens, c'est un territoire au sens large, mais leur territoire qu'ils et elles habitent. OK. Et c'est en faisant donc un documentaire sur un ami qui était quelqu'un que je connaissais de l'école secondaire, Marc Séguin, le peintre, qui n'était pas tellement Oui. connu à l'époque. Marc est devenu romancier, réalisateur, il est chroniqueur au journal La Presse. Donc Marc est devenu un personnage public au fil des années. Mais tu sais, quand j'ai renoué avec lui au début des années 2000, il commentait le décès de Jean-Paul Riopel. Donc Marc est un jeune peintre, il commençait à apparaître sur la scène artistique.
Et il Oui. commentait la mort de Riopelle. Je le vois à la télé, genre, je connais ce gars-là. Donc, on a renoué contact et tout. Et bon, Marc venait de partir de son atelier à New York. C'est un gars qui chasse, qui a un potager, tout ça. Donc, quelqu'un qui a un rapport à la création et au territoire, que je trouvais très intéressant. Donc, on a fait un film ensemble. Je fais un film sur lui, avec lui. Et Quel est Marc le est un... titre? Quel est le Le titre titre de ce s'appelle film? Bullseye, un peintre à l'affût. Puis Bullseye, c'est une expression pour les chasseurs. Là. Dans Bullseye, j'ai atteint la cible. La genèse de ce projet-là, c'est que Marc, les sensations qu'il a quand il peint, puis qu'il trouve l'œuvre qui émergeait quelque part, qui m'en est apparaît sur la toile, qui est en gestation dans sa tête, dans ses tripes, tout à coup elle apparaît sur la toile. Pour lui, c'est un sentiment, une impression qui ressemble beaucoup à ce qu'il peut vivre quand il est en contact avec la nature et à la chasse quand il y a un animal qui apparaît dans son champ de vision, si je peux. Donc, c'est en faisant ce film avec Marc que j'ai eu le plaisir de découvrir l'île aux oies, l'île aux grues, en face de Ben oui, Montmagny. en face de Donc, chez nous, ça. on est en début des années 2010. Oui. Marc chassait là-bas. Il s'est fait copain aussi en chassant avec quelqu'un qui a été un grand ami et le peintre et le guide de chasse du peintre Jean-Paul Riopelle, qui avait, comme vous le savez, qui a peint, entre autres, un de ses dernières œuvres majeures qu'on voit au Musée national des beaux-arts à Québec, l'hommage à Rosa Luxembourg, peint en Ah oui, 92, un beau qui a peint classique. à l'île aux oies. Et au contact il s'appelle Gilles, donc Gilles Gagné, qui est un ami à Marc et qui était le guide de chasse de Riopelle. Gilles a participé de très près à la création de l'œuvre Hommage à Rosa Luxembourg. Tous les oiseaux, ou la plupart des oiseaux, parce que c'est au pochoir, à la bombe aérosol, cette œuvre-là. Donc, tous les objets et beaucoup des objets et les oiseaux qui sont présents dans la toile, c'était amené par Gilles Gagné à Riopelle tous les matins, un petit Ah, OK. atelier à l'île aux oies. C'était à l'époque de la chasse, c'était la période de la chasse. Donc, et Gilles, tu sais, Gilles, il n'a pas fini son secondaire, il est guide de chasse depuis l'âge de 14-15 ans. C'est un type d'une intelligence terrienne extraordinaire qui, encore à 70 ans, fait encore le guide de métier, le métier de guide de chasse. Vous, une admiration sans borne pour M. Riopelle parce qu'il a changé sa vie. Cet homme, Gilles me racontait, en parlant de sa blonde, et lui, il dit Gina, c'est le nom de sa blonde. Il dit M. Riopelle, il l'appelle toujours M. Riopelle. Il l'a toujours appelé comme ça. M. Riopelle nous a fait voir notre pays autrement. Il nous a fait voir notre île, les couchers de soleil, les beautés de notre pays autrement. On travaillait, on était là-dedans, on s'en rendait pas compte. Et Gilles, à tous les ans, une fois par année, quand il prend son pick-up, il va à l'aéroport de Montmagny. Montmagny, il traverse pas Montmagny aux grues, il prend le petit avion avec les élèves de l'école primaire secondaire, quand il y a de l'école. Puis là, il y a une camionnette à Montmagny, puis il s'en va au Musée national des beaux-arts à Québec, puis il s'en va passer une couple d'heures devant l'hommage à Rosa Luxembourg. C'est comme un pèlerinage annuel que Gilles fait. Alors, quand Gilles m'a raconté ça, j'ai fait comme, wow, OK, je suis devant quelque chose d'extraordinaire là aussi. Alors, j'ai mis ce projet-là dans un tiroir. J'ai attendu de finir le film avec Marc. Mhm. Et ensuite, j'ai fait le film donc, qui s'appelle L'Homme de l'île, sorti en 2018, qui lui aussi est disponible sur la plateforme des films du 3 mars. Et c'est Oui. vraiment un film qui raconte le rapport d'un homme, Gilles Gagné en l'occurrence, à son territoire et aussi à la beauté, aussi aux arts. L'influence que l'art visuel dans ce cas-ci, la création, peut avoir pour un homme de terrain. Euh, et il y a une espèce d'authenticité dans ce film-là qui se dégage, donc je suis assez content. Donc, en faisant L'Homme de l'île avec Gilles Gagné, il y a un élément dont je n'ai pas conservé au montage de ce film-là, un élément qu'on avait tourné, c'est-à-dire que Gilles est aussi un passionné, il est toujours vivant, Gilles, est un passionné de canot à glace. Gilles a fait du canot à glace pendant 30 ans. Il a été capitaine du canot à glace de l'équipe de l'île aux grues pendant 20 ans. Et bon, vous n'êtes pas sans savoir, quand je dis vous, je m'adresse aux professeurs et enseignantes en histoire, mais bon, le canot à glace, avant d'être un sport, c'est devenu un sport de compétition, entre autres au Carnaval de Québec depuis 1955. C'était un moyen de transport pour les insulaires des îles du fleuve, l'île aux Coudes, l'île aux Grues, l'île d'Orléans. Bon, la fameuse, avant qu'il y ait un pont à Québec, Lévis-Québec, on le sait. Donc, c'était un moyen de transport, le canot à glace, pour lier les îles et au continent les mois d'hiver quand le fleuve était en partie gelé. Et les habitants de l'île aux Grues, de l'archipel de l'île aux Grues, parce que ça impliquait aussi, il y avait des gens qui habitaient à temps plein à l'île aux Canots, à Grosse-Île, à l'île aux Ruaux, etc., etc. Donc, tous ces gens-là se déplaçaient en canot l'hiver. Ils fabriquaient eux-mêmes leurs canots. Et c'est par la suite que c'est devenu un sport. Donc, Gilles, gars de la place, descendant de la place, a fait donc du canot pendant 30 ans.
Même que, pour la petite histoire, ça, je l'avais filmé dans L'Homme de l'île, mais on l'a pas gardé au montage. À un moment donné, début des années 80, quand le sport, quand les canots sont devenus en fibre de verre, Gilles, un de ses derniers canots en bois, ne pouvait plus l'utiliser avec son équipe. Jean-Paul Riopel tombe là-dessus, puis il demande à Gilles, le canot qu'il y a là dans ta cour, là, qu'est-ce que tu fais avec? Bah, il dit, rien. Est-ce que tu me le prêterais, donnerais? J'ai une idée. Alors, ce canot-là, c'est devenu le canot à glace, le canot peint par Riopel et Pierre Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli a participé un tout petit peu, mais surtout par Riopel, qu'on peut encore avoir aujourd'hui accroché au CIMES du Musée des Beaux-Arts à Montréal. Et donc, c'était le canot Agile au départ. Et en faisant le film, je rencontre un neveu de Gilles qui s'appelle Kevin Gagné, qui a un peu pris la relève, en fait, qui a pris la relève de son oncle en devenant lui-même, il a commencé à 16 ans à faire du canot à glace de compétition, Kevin. Kevin a 43-44 aujourd'hui, donc on parle fin des années 90, début 2000. Il a commencé à faire du canot et ensuite il est devenu capitaine de l'équipe de l'île aux Grues, commandité pendant de nombreuses années par la fameuse fromagerie des Grues. Et donc, Oh oui. je rencontre ce gars-là et il voit l'homme de l'île, puis il y a une séquence dans l'homme de l'île où Gilles fait réparer sa chaloupe de pêche en bois par un ami du village, Albert Lebel. Puis à un moment donné, quand Kevin a vu le film, il y a eu comme une réaction intéressante par rapport à cette séquence-là. Il dit, tu sais, il dit, des gens qui sont capables de réparer des chaloupes et des canots et d'en fabriquer de A à Z, il y en a presque plus. Il dit, c'est un savoir-faire qui est en train de se perdre. Et moi, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai fait, ah, OK, d'accord. Et je découvrais encore une fois, moi, je fonctionne souvent comme ça, là, j'ai comme l'intuition, à un moment donné, c'est peut-être l'expérience qui m'a donné ça. J'ai dit, ah, ce gars-là est intéressant. Tu sais, bon, Kevin, il a un deck en foresterie, il est opérateur de machines lourdes, mais c'est un gars qui est conscient qu'il vit dans une culture riche et vivante. Il participe à mi-carême à l'île aux Grues pendant chaque année, au mois de mars avec ses chums, puis sa gang de canots. Une de ses premières jobs d'été, il avait 12-13 ans, c'est quand l'anthropologue, archéologue de l'Université Laval, M. Moussette, a entrepris des recherches archéologiques et historiques à l'île aux Oies, qui est une des plus vieilles, ça faisait partie de la seigneurie de Montmagny, je pense, l'île aux Oies, c'est une des plus vieilles installations permanentes en Nouvelle-France, bon, après Cap-Tourmente, après Québec, mais quand même, dans ces années-là. Puis il reste des traces physiques sur le terrain, donc je pense que c'est début des années 90, Kevin avait 12-13 ans, là. Alors, une équipe d'archéologues, il y avait Richard Lavoie qui habite à Montmagny, l'ethnologue qui était là, il y avait M. Moussette et tout. Ils ont entrepris pendant une ou deux étés des campagnes de recherche archéologique et ils ont eu la très bonne idée d'engager des jeunes du village de l'île aux Grues pour les aider, tu sais, à transporter les chaudières de plastique avec le sable dedans, puis bon, des helpers, excusez l'anglicisme. Kevin, ça l'a marqué, il m'en a parlé, il avait 13-14 ans, il a fait OK, l'archéologie, c'est pas juste en Égypte puis dans d'autres pays, ça se peut se passer chez nous aussi, puis des traces de présence autochtone et tout ça. Donc, je sentais que j'avais un gars qui a une sensibilité à ça, tu sais. Puis, tu sais, on le sait, là, on n'a pas besoin d'avoir une maîtrise ou un doctorat pour avoir un intérêt pour ces choses-là. Donc, ça a fait un petit bout de chemin dans mon esprit, puis j'ai filmé Kevin aussi dans d'autres séquences qui sont pas dans l'Homme de l'île, le tir au pigeon d'argile. Il y a beaucoup de chasseurs à l'oie, on le sait, dans les archipels, puis il y a des tournois de tir au pigeon d'argile. Et puis bon, j'ai filmé, puis je sentais que c'est un gars qui est curieux des autres, qui aime ça rencontrer le monde, c'est un placoteux, un petit peu ratoureux dans le bon sens du terme, je pense. Grâce à Bullseye, en partie tourné à l'île aux Oies, puis l'île aux Grues, grâce à l'Homme de l'île, tourné à l'île aux Grues, aux Oies, je prenais de plus en plus conscience que j'avais affaire à une espèce de richesse vernaculaire hyper intéressante, les personnages, leur intérêt pour leur histoire, leur intérêt pour leur patrimoine. Puis une espèce de curiosité que ces gens-là portaient. J'ai fait comme, et si je réussissais à faire un film encore plus poussé au niveau de la démarche cinéma direct, c'est-à-dire pas d'entrevue. C'est sûr que là, l'image qui m'est apparue assez rapidement à mon esprit, c'est, et si je trouvais mon marsouin? Voilà ce que j'allais dire. Comme dans Pour la suite du monde. Parce que, bon. Pour la suite du monde, ben oui, Perrault. On le voit, Perrault, je trouve, dans le film. Gros, pour résumer, parce que je pense que la plupart de tes auditeurs et auditrices connaissent ce film-là, mais je vais quand même le résumer. Dans Pour la suite du monde, Pierre Perrault, Michel Brault, où
où le cinéaste propose aux insulaires de retendre 28 ans, 38 ans plus tard la pêche au marsouin, au beluga, Ouais. mais ils disent marsouin. Ben, Perrault, il n'a pas sorti ça from nowhere. Excusez l'anglicisme, encore une fois. Il a fréquenté ces gens-là pendant 10 ans grâce à son épouse Yolande Simard-Perrault. D'ailleurs, pour tes collègues historiens, pour toi, il y a un magnifique film co-réalisé par Nadine Baudet et Danick Champoux qui s'appelle La fille du cratère. C'est un film portrait sur Yolande Simard-Perrault, qui Ah est une oui, fille de OK. Baie-Saint-Paul. Et OK. qui lui rend hommage, c'est une femme extraordinaire qui est décédée en 2019, que je connaissais assez bien. Et elle est beaucoup donc dans la découverte de Pierre Perrault, de l'île aux coudres et de toute la culture, la parlure de ces gens-là. Et donc, lui, à force d'interviewer Alexis Tremblay, Léopold Tremblay, les gens à l'île aux coudres, on n'arrêtait pas d'y parler de cette pêche au marsouin. Et la pêche au marsouin devient une espèce de prétexte pour faire découvrir la culture de ces gens-là, leur monde, leur univers, leur façon de voir la vie. En plus, début des années 60, la télévision vient d'arriver, ça fait pas longtemps, donc on est à une autre époque. Donc, on a un pied dans la modernité, puis on a un pied dans exactement. l'ancien Voilà. monde, on pourrait Tout à dire. Là, fait. Puis en plus, après, pour la suite du monde, Perrault a fait un film sur les goélettes, les voitures d'eau, c'est-à-dire la fin des goélettes en bois, puis le cabotage en bois, puis Très l'arrivée, intéressant justement, aussi. tu parlais de la modernité, l'arrivée des bateaux d'acier, puis la fin d'un monde en quelque part. Donc, et ce qui est fabuleux dans ce film-là, c'est que les gens oublient la caméra et se racontent. Et ici, pourquoi ils se racontent, pourquoi la parole émerge, c'est parce qu'il y a un prétexte narratif. On a une pêche à refaire et essayer de pogner un poisson. En plus, on ne le tue pas, c'est fabuleux. On l'amène à... Oui, à l'époque, il les tuait, mais là, on les amène à l'aquarium. Bon. Je trouvais ça, tu sais, c'est quelque chose qui m'a toujours appelé. Puis là, quand je me disais, bon, je veux pas faire... Parce que quand j'ai fait le film L'Homme de l'île, Gilles avait accepté de prendre part à l'aventure parce j'avais filmé un peu avec lui pour le film avec Marc Séguin. Il était très naturel, il était très bon. Mais une des premières choses qu'il m'a dit, quand il a accepté de faire le film avec moi, parce que Jean, je lui ai dit, garde, moi, ce qui m'allume, c'est ton rapport à Riopelle. Ton histoire est super intéressante, faut raconter ça. Il a dit, OK, mais moi, je fais pas d'entrevue. Je veux pas faire d'entrevue. Mais il dit, tu peux me filmer en train de faire mon métier de guide, aller visiter le truc l'œuvre à Québec, pas de problème. Alors moi, à l'époque de L'Homme de l'île, j'avais contourné ce problème-là en lui proposant un peu plus tard dans le démarche, regarde, t'accepterais-tu qu'on s'installe dans ta cuisine avec mon preneur de son, Stéphane, juste enregistreuse, pas de caméra, puis on jase. Ça va être une conversation entre toi et moi. Et je lui ai dit, ben, ça se peut que, rendu au montage, mes questions sautent, puis qu'on t'entende ta voix un peu de temps en temps qui explique des affaires. Puis ça, il a dit oui. Fait que je me suis servi. Donc, c'était comme une méthode intermédiaire pour éviter l'entrevue à la caméra. Là, je me suis dit, regarde, avec Machine de rêve, j'aimerais ça pousser ça un peu plus loin. Et en réfléchissant, je pense que j'avais écrit ça dans un agenda, la date où c'est arrivé, je me suis dit, et si je proposais à Kevin Gagné, si je lui demandais, est-ce que ça t'intéresse de te faire un canot à glace en bois? Parce que il court, c'est un sportif, mais il est très conscient d'où ça vient, cette pratique-là, puis c'est en train de disparaître, fait que je prends rendez-vous avec, je m'en vais rencontrer à Montmagny, et puis je lui lance, Kevin, aimerais-tu ça, t'as fait fabriquer un canot en bois? Et ça n'a pas pris 2 secondes, il me répond, il dit, Bruno, ça fait 20 ans que ça fait 10 ans que je veux me faire ça. Et Kevin aussi, pour la petite histoire, quand moi je l'ai connu en 2015, cette année-là, il avait sauté l'année de compétition, il avait dû arrêter la compétition parce qu'il combattait un cancer, une leucémie assez grave. Puis c'est à peu près ça qu'il m'a dit. Il dit, regarde, moi, j'ai pendant trop longtemps, ça nous arrive tout le monde, envie de remettre à plus tard des choses qui nous allument parce qu'on n'a pas le temps, parce que la vie va trop vite. Puis lui, il dit, regarde, moi, j'ai pas envie de remettre à plus tard des affaires que j'ai envie de faire. Donc, il y avait comme un sentiment d'urgence à ce niveau-là, même si la santé était revenue. Donc, il a tout de suite dit, oui, ça m'intéresse. Mais il dit, là, je vais pas le faire pour l'envoyer au musée tout de suite. On va faire des courses avec un peu quand même. Oui. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu acceptes de te faire filmer, que je te suive avec une caméra puis une équipe de tournage? Il a dit oui. Puis ce qui est devenu très, très chouette, c'est que très rapidement, moi, j'avais un peu peur. J'avais peur que ça soit moi qui commande, qui mette un petit peu trop en scène la réalité. J'ai jamais eu à faire ça, ou presque, parce que c'est devenu son projet. C'est Kevin qui a trouvé le maître de chantier. C'est Kevin qui a trouvé Raymond Lachance. Évidemment, les Lachance de Montmagny sont connus. Il y a eu un chantier maritime là pendant longtemps. Bon,
il a commencé par cogner à la porte de Paul Lachance, celui dont il parle des modèles puis des moules qu'on voit dans le film, M. Paul Lachance, qui est un des derniers à avoir fabriqué jusqu'à, je pense, milieu des années 90, des canots à glace en bois, typiques de Montmagny et de l'archipel. Et lui, il est rendu trop vieux, là, il était rendu presque 90 ans. Il disait, non, je suis rendu trop vieux pour faire ça, mais je peux te prêter mes moules. Puis, comme il dit, c'est gabarit. Et c'est en discutant avec Paul Lachance que Kevin, M. Lachance lui a dit, écoute, mon neveu Raymond, il a travaillé pendant une douzaine d'années au chantier naval de mon oncle, Joe Lachance, là, qui est décédé depuis longtemps. Puis, il est pêcheur à l'esturgeon commercial, puis il fabrique ses bateaux lui-même. Il connaît les techniques de base et tout. Alors, il est allé voir Raymond, puis Raymond avait déjà fait un peu de canot à glace dans fin des années 70, début des années 80. Et il était sur le bord de la retraite. Il a dit, regarde, dans un an, j'arrête de faire la pêche à l'esturgeon, c'est trop dur sur le body, là, sur le corps. Et il travaillait déjà le bois, il a déjà de l'habileté en menuiserie, évidemment, son atelier. Puis Raymond, c'est devenu aussi son projet. Puis assez rapidement, ils ont compris les deux que il y était une espèce de mission de sauvetage culturel, c'est peut-être un peu trop gros comme terme, mais quand même en discutant avec les gens autour, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux. Ah oui, écoute, ça fait 40, 50 ans que ça s'est pas fait chez nous, cette affaire-là. C'est ça. Et d'ailleurs, dans le film, on le voit quand les vieux viennent, puis les gens, puis les jeunes, puis les femmes viennent au canot, posent des questions. Ça allume plein d'affaires. Ça allume des souvenirs, ça allume de la nostalgie, ça allume de la fierté. Donc, ça, je suis très content. Et Kevin était en position d'apprentissage. Et quand j'ai réalisé que ça allait devenir son projet, assez rapidement, j'ai dit, gars, Kevin, moi, je pose pas de questions dans ce film-là. Je fais pas d'entrevue. Il avait vu quelques-uns de mes films. J'ai dit, gars, en quelque part, entre guillemets, t'es comme mon co-réalisateur. T'es comme c'est toi qui vas y poser les questions. Mais en plus, j'avais à peu près pas besoin d'y souffler les questions. Il voulait apprendre. Il était là pour apprendre des choses. De temps en temps, quand la conversation autour du canot partait sur quelque chose d'intéressant, puis peut-être qu'on n'était pas en train de filmer, de temps en temps, là, subtilement, j'allais voir, Kevin, tu peux-tu reparler de telle affaire? Tu peux-tu me relancer le monsieur avec telle affaire? Puis il était tellement bon, tellement naturel. Il faisait pas tout de suite, là. Puis, mais il attendait un petit 2-3 minutes, puis là, au travers d'une joke, une question, il relançait la chose. Fait que c'est devenu... c'est pour ça. Et le canot, en gros, quand le canot avance, puis le canot, il est blanc, à la fin, il est peint en blanc, c'est ça, d'où l'idée d'un peu, c'est mon marsouin, le beluga blanc pour la suite du monde, mais c'est loin de moi l'idée de me comparer à Pierre Perrault et Michel Brault, on s'entend. Mais on peut faire des liens vraiment. Inspiré, mettons, un petit peu. C'est ça, pour l'avoir vu, puis avoir vu ton film, on voit vraiment là, l'âme de ça. Là. Il y a presque des éléments poétiques là-dedans aussi. Il y a une très belle musique, très belle trame sonore. C'est vraiment un bijou là, à regarder, là, cette machine de rêve-là. Merci. Merci. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que le titre, excuse-moi, le titre m'a été aussi, comme ça m'arrive assez régulièrement dans mes films, mais le titre m'a été inspiré. Ça aussi, il y aurait presque un lien à faire avec Pour la suite du monde, parce que le titre Pour la suite du monde, c'est Alexis Tremblay, en tournage, qui sort cette phrase-là, qui dit « On fait ça pour la suite du monde ». Et moi, à un moment donné, machine de rêve, ça n'a jamais été dit « On fait une machine de rêve » dans le film, mais souvent, les conversations autour du canot, avant, en préparation, pendant le chantier, à un moment donné, Kevin, il dit oh, ça va en faire rêver une gang, ce bateau-là, ce canot-là. Mm-hmm. Il y avait souvent cette notion de rêve, d'imaginaire, de souvenirs heureux. Donc, et même, il y a quelqu'un qui a dit autour à un moment donné, hey, ça va être une maudite belle machine. T'sais. Fait que c'est un amalgame de deux, trois concepts, idées qui ont été véhiculés, partagés pendant le tournage, que j'ai récupéré pour faire machine de rêve. Après ça, il me restait juste à déterminer, est-ce que je mets un S ou pas à la fin de rêve? Et puis, on a décidé de pas mettre de S pour toutes sortes de raisons. Mais voilà, donc ça aussi, c'est assez, je trouve que c'est emblématique de ma démarche puis du film, c'est-à-dire que le titre vient du réel, vient des gens sur le terrain. Oui, il fallait planifier le tournage, qu'est-ce qu'on tourne pas, mais il y a une fidélité au réel qui est importante dans ce film-là, qui me tenait à cœur, puis on y a été assez fidèle, je pense. Avant de clore finalement cette entrevue-là, moi je voulais peut-être aborder avec toi ta vision un petit peu pédagogique, parce que tu es chargé de cours à l'université, à l'UQAM. Toi, tu enseignes dans le fond le fait de faire des documentaires, de devenir un cinéaste. En fait, c'est ça? Oui, en fait, j'enseigne au niveau universitaire, donc des étudiants de
première, deuxième ou troisième année du baccalauréat en cinéma de l'École des médias de l'UQAM. Je fais ça depuis 2019. Donc, c'est essentiellement des cours pratiques. Je les accompagne dans les préparations de leurs courts-métrages documentaires tournés en petite équipe. De toute façon, en documentaire, c'est quasiment toujours des petites équipes de toute façon, mais donc, soit leurs exercices de mi-parcours, donc quatrième session, donc et ou leurs films de fin d'études. Il y a 3 projets par année documentaires qui sont sélectionnés qui se tournent à l'automne, leur 5e session, dont le montage a lieu la session d'après. Et c'est leur film un peu qui va leur servir un peu de portfolio après leurs études. Donc, moi, je les accompagne dans l'accompagnement, l'écriture. Ils proposent des projets, leur projet a une idée, leur projet est sélectionné, puis là, je les accompagne dans la préparation du tournage, l'écriture, la recherche du scénario documentaire, on s'entend. On n'a pas tout à fait la même démarche qu'un scénario de fiction, évidemment. Et ensuite, dans la préparation du tournage, le visionnement des images et la préparation au montage. Donc, c'est beaucoup des cours axés sur la pratique, mais dans ces cours-là, évidemment, je leur parle d'histoire du cinéma documentaire parce que, comme à peu près toute pratique artistique, plusieurs, en tout cas la photographie, la peinture, ben, la pratique est quand même est précédée par des pionniers, par d'autres personnes. Et dans le cas du documentaire, ce qui est fabuleux du cinéma direct, entre autres, c'est que le Québec, le Canada est quand même un joueur important. Quand à la fin des années 50, début des années 60, là, on a réussi à synchroniser de façon fiable l'image et le son et alléger les équipements son et caméra pour aller sur le terrain, pour ne plus pouvoir sortir des studios, pour pouvoir aller dans le vrai monde et faire parler les gens, un peu comme pour la suite du monde. Ça a complètement révolutionné la façon de faire du cinéma documentaire partout sur la planète. Et c'est quand même fondamental de comprendre ça historiquement parce que ça a une influence directe sur la façon dont on fait du cinéma documentaire, et pas juste du cinéma direct, du cinéma documentaire, point. Donc, j'enseigne aussi ça. Il y a quand même un côté historique à ce que j'enseigne, avec des références à ce qui se fait en documentaire aujourd'hui ou sur une période de 50-60 ans. Cet hiver, j'ai eu le plaisir d'enseigner aussi un cours d'histoire du documentaire. Le point de vue québécois, national, international. Donc, avec des extraits de films, en identifiant des périodes historiques importantes dans l'évolution de tout ça. Et qu'est-ce qu'on faisait avant la synchronisation d'images et du son dans les années 20, 30, 40, le fameux Nanook of the North de Robert Flaherty. Bon, l'influence chez les Européens, chez les Nord-Américains, puis après ça, comment ça a ouvert la pratique partout dans le monde à partir des années 60-70. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans la pratique de la réalisation documentaire, comment les autres films qui sortent, ou les films en général, et l'histoire du cinéma documentaire nourrissent la pratique. Et encore aujourd'hui, même si la pratique évolue avec l'apparition de l'intelligence artificielle, avec la numérisation des techniques de montage et tout ça se nourrit tout le temps. Et moi, dans les questions qu'on me pose, comme moi, je les accompagne surtout, donc les étudiants et étudiantes, dans la préparation de leur exercice pratique, ben, ils me posent des questions, comment est-ce que tu réagirais s'il se passe telle affaire en tournage? Qu'est-ce que tu ferais si on arrive avec telle problématique? Puis c'est des problématiques qu'ils vivent quand ils sont en train de préparer le tournage. J'ai un de mes protagonistes, il veut, mais il veut pas que je l'interviewe. Exemple. Il veut que je le suive, mais il veut pas témoigner directement à la caméra. Donc, toutes des questions pratico-pratiques comme ça, où je dois souvent faire référence à ma propre expérience de réalisateur, autant en documentaire unitaire qu'en série documentaire, où le temps de travail n'est pas le même. Mais ce que j'ai constaté assez rapidement, puis que j'adore, et ça, je suis certain que ça va avoir beaucoup de résonance chez tes collègues et chez toi, c'est comment l'enseignement nourrit ma pratique, comment la pratique nourrit mon enseignement. Puis je me rappelle un prof qui était marquant pour moi, le prof qui était le plus important pour moi, qui s'appelle Louis Caron, à ne pas confondre avec l'écrivain, Louis Caron, qui était un prof de sciences politiques au Cégep Maisonneuve à Montréal. Qui a pris sa retraite il y a quelques dizaines d'années, mais qui enseigne encore à l'Université du troisième âge au Cégep Maisonneuve. Donc, quand Louis suivait mon parcours, connaît mon parcours de cinéaste, quand je lui ai annoncé en 2019 que j'allais commencer à enseigner, il m'a dit spontanément, il dit, ben, regarde, ce n'est que le prolongement ou la suite logique de ce que tu fais comme cinéaste documentaire. Tu es dans la transmission et les enseignants, nous sommes dans la transmission.
Donc, c'est une autre façon de transmettre, de partager des histoires, des faits, des sentiments, des émotions. Tu sais, en quelque part, les gens que je filme, ils sont aussi dans une forme de représentation. Ça veut pas dire qu'ils sont des comédiens, on s'entend, mais on est dans une représentation. Puis nous, les profs, modestement, je m'inclus un peu dans ta gang parce que bon, Ah, non, non, mais absolument. moi, je suis très admiratif des enseignants au secondaire, au primaire, parce que bon, moi, les gens à qui j'enseigne, j'ai beau jeu, ils sont très, très motivés d'être là. Tu sais, le programme en cinéma à l'UQAM, là, ils en choisissent 40 sur 350 applications, en fait. Ils sont motivés. Ce que je trouve, tu sais, ce dont je suis très content avec ce film-là, c'est que ça raconte aussi autrement, de façon un peu plus large, ça raconte un peu aussi l'histoire du Québec. Tu sais, partout au Québec, les gens, ils ont des passions, travailler de bois, faire de Ah, l'artisanat, des savoir-faire que leurs parents, grands-parents leur ont transmis, qui sont en train de se perdre, puis qui reviennent. Tu sais, il y a des passionnés, il y en a partout. Fait que, tu sais, que ce soit à Montmagny, à Québec, en Gaspésie, en Abitibi, à voilà. Némit, au Lac-Saint-Jean, en Mauricie, Némit, des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, 12 ans, 13 ans, ils en ont des grands-pères, des grands-mères qui tricotent, qui travaillent le bois, puis qu'à un moment donné, ils sortent de leurs écrans, puis ils disent, ah oui, on va travailler avec nos mains, on va apprendre des affaires. Ouais. Puis moi, c'est ce que Kevin et Raymond, qui étaient présents dans la présentation de ces films-là, m'ont dit. Elle dit qu'on sentait dans leurs questions qu'il y en a qui, ah oui, mon grand-père, ah oui, mon oncle, ah oui, ça me donne le goût de. Ça, je trouve ça génial. C'est extraordinaire. Oui, Oui. tu apprends ton histoire, mais en même temps, si tu as envie de rentrer, de l'approprier puis de la pratiquer autrement, avec la conscience d'où tu viens et où tu peux te projeter dans l'avenir, ça m'a beaucoup ému. J'étais très, très content de ça. Puis un autre élément un peu champ gauche, Oui. pas nécessairement au niveau historique, mais c'est un élément qui est revenu à quelques reprises quand le film a fait sa tournée médiatique et aussi en salle. Et c'est même revenu, cette question-là par rapport aux étudiantes, c'est une espèce de modèle un peu plus positif de la masculinité. Du monde masculin, J'aime des ça que tu hommes, dises ça. des jeunes hommes. Oui. Parce que Kevin, son papa qu'on voit dans le film, Noël Gagné, qui est aussi un ancien canotier, qui fait de l'Alzheimer, qui est Oui. en train de perdre la mémoire, quand il vient dans l'atelier voir le chantier, le canot en chantier, sa mémoire s'allume. On sent, il se répète, on voit qu'il commence à perdre la Ah, mémoire. mais c'est touchant. C'est Il devient touchant. très ému, très touchant. Puis Ouais. Kevin et Raymond aussi, parce qu'on voit aussi le père de Raymond, qui est décédé depuis, mais à la toute fin, quand le canot est lancé, un lancement du canot dans la baie de Montmagny, ils sont attentifs et attentionnés et affectueux avec leur monde. Ils en prennent soin. Alors, Ouais. tu sais, il y a une journaliste du Journal de Québec, non, la presse, le Soleil à Québec qui m'avait interviewé, qui soulignait ça de façon intéressante. C'est-à-dire que ça donne, tu sais, toutes les histoires un peu clichés, qui existent, là, malheureusement, mais tu sais, là, bon, des mecs un peu violents, puis j'oublie son nom, le type sur les réseaux sociaux. Andrew Tate, là, Andrew tu sais, le Tate et compagnie. masculinisme. Et on le voit en classe. On le voit dès le primaire, d'ailleurs. C'est ça. L'influence que ça a chez les jeunes hommes ou chez les Ouais. enfants, les ados, ben, d'avoir un modèle un peu plus. Oui, j'ai un pick-up, oui, j'ai une casquette, oui, j'ai une barbe, mais je suis capable d'être un modèle positif, puis d'avoir un intérêt pour toutes sortes de choses, puis d'être affectueux avec mon monde, puis avec ma blonde, puis mes enfants. Puis, tu sais, ça, j'ai fait, oh wow, ça, je m'attendais pas à ça. Ça, je trouve ça super intéressant aussi. Et on le voit dans le film, effectivement. Donc, plusieurs avantages. Et c'est absolument exportable. C'est pas juste niché Montmagny. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est exportable à peu près dans toutes les écoles du Québec. On peut se revoir là-dedans. Là. Donc, et d'ailleurs, justement, il y a des représentations qui vont avoir lieu de Machine de rêve. Je crois que c'est les 30 et 31 août. Qu'il va y avoir une représentation. Il est présenté à Montmagny aux Arts de la Scène, où il avait été présenté à 5-6 reprises au mois d'avril. Là, c'est dans le cadre de l'International de l'accordéon de Montmagny qui est présenté. Il est présenté la veille, le 29 août, à Saint-Roch-des-Aunais. La Grange a quelque chose, c'est comme j'ai pu comprendre, c'est comme une ancienne grange qui a été transformée en salle culturelle, en salle de cinéma. Là, elle a un nom de la Grange à Roch, je pense, des choses comme ça. Mais à Saint-Roch-des-Aunais, le 29. Il va être présenté le 7 septembre à le festival de Saint-Séverin en Beauce, un très beau petit village niché en haut de la vallée de la rivière. Donc Saint-Séverin, qui est un festival qui existe depuis une quinzaine d'années. J'ai quelques-uns de mes documentaires qui ont déjà été présentés là, donc il est présenté à Saint-Séverin le 7 septembre. Puis bon, là, il y a probablement d'autres dates qui vont apparaître là, au courant de l'année pour la présence en salle et éventuellement, bon, une vente télévisée, présence en ligne, numérique, puis mon distributeur, les films du 3 mars,
Ils font aussi de la collaboration avec les institutions scolaires, les institutions d'enseignement là, pour rendre le film disponible aussi aux enseignants, aux enseignantes. C'est merveilleux. Eh bien, écoute, Bruno, je te remercie de la générosité de toutes ces informations-là. Et puis, ben, j'invite tout le monde à aller visionner tous ces documentaires extraordinaires-là. Et le dernier, La Machine de rêve, qui est un must à voir à l'école ou pour vous, les enseignants. Ça peut être très intéressant. Alors, ben, merci, Bruno. Puis, Avec ça a grand été un plaisir. Merci plaisir. à toi, c'était vraiment intéressant puis très généreux de ta part aussi. Merci de ton intérêt et ton enthousiasme, ta passion. Ça en prend en masse du monde comme toi, c'est le fun. Et comme tes collègues, je Ah, sais que tu t'adresses aussi disons, un groupe d'intéressés et d'allumés, j'en doute même pas. ben, merci et puis bonne continuité pour tout ça. On a hâte de voir les prochains projets. Avec grand plaisir. Je t'en parlerai avec grand plaisir quand ce sera possible. Merci. Au revoir. Le film Machine de rêve est présentement en représentation. On ne peut pas acheter le DVD, mais vous pouvez acheter Bullseye, un peintre à l'affût, ainsi que L'Homme de l'île auprès du site Internet des films du 3 mars. Il est également possible de visionner d'autres films de Bruno Bouliane via les adresses Internet que j'ai mis dans la description de cette entrevue-là. Lorsque j'ai fait le montage de cet entretien-là, il y a plusieurs éléments que j'ai enlevés, mais j'aimerais vous faire écouter quelque chose que j'ai enlevé, mais qui, à mon sens, est intéressant pour les enseignants et l'approche du documentaire. Des documentaires, on en présente parfois en classe, en entier, des extraits ou simplement pour son plaisir et puis sa connaissance. C'est inspirant, ça nourrit notre enseignement, puis parfois, ça nous donne un petit break d'animation. Bien présenté avec un retour réflexif par la suite, ça peut être vraiment payant, surtout si ça touche les jeunes et qui se reconnaissent là-dedans.